Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là déjà. Pas facile le jeudi matin, on le sait tous. Donc merci d'être là pour parler d'un truc qu'on a eu du mal à définir, donc d'où un titre un peu à rallonge, qu'on a eu du mal à définir parce que le point de départ c'était structure à mission et on était sur un témoignage des retours d'expérience de deux sociétés à mission qu'on va évidemment faire. Mais en préparant, on s'est rendu compte qu'il y avait un champ à explorer qui était vachement plus intéressant, non pas que le premier ne le soit pas, mais plus intéressant d'aller encore plus loin et de se projeter un petit peu dans où est-ce que ça peut nous mener de manière un petit peu prospective, toutes ces histoires de mission, d'engagement, et notamment le lien entre des OGD et des structures privées dans le domaine autour de la notion de territoire, un mot qui est un petit peu qu'on met un peu à toutes les sauces en ce moment. Voilà, l'idée c'est de réfléchir un peu ensemble, d'avoir une réflexion, une discussion un peu inspirante si possible, pour voir où est-ce que ça peut nous amener dans les prochaines années. Donc pour cet atelier, je suis accompagné, je vous présente rapidement, de Perrine Belin, donc de Charente Tourisme, de Solène Ogea Davis de Oco Hotel, donc directrice générale, si je ne me trompe pas, de Oco Hotel, la chaîne que tu nous présenteras tout à l'heure, et de Franck Maurice, qui est l'ambassadeur responsable. Ambassadeur, déjà c'est déjà pas mal, de la communauté des entreprises à mission de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc l'idée c'est de partir de ce sujet des structures à mission, mais avant juste un point, parce qu'on est évidemment dans le sujet très, on va dire, dans le paquet très global de la RSE, on est sur ce sujet global, et en termes de retour dans le futur, effectivement, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on disait de ce sujet-là? On en commençait à en dire quelque chose, et très peu, y compris d'entre nous, quand on a préparé l'atelier, avait en mémoire le fait que ça a commencé en 2003 avec la loi NRE. Je me demandais pas ce que ça veut dire, je l'ai plus en tête. Je sais plus, nouvelle quelque chose, qui était globalement qui était le point de départ de la déclaration des impacts environnementaux et sociétaux de, je crois qu'il y avait 700 grandes entreprises à l'époque qui étaient concernées, en gros le CAC 40, pour prendre en compte ces sujets-là dans leur rapport d'activité et les rendre publics. Donc ça, c'est à peu près le tout départ de la RSE en France, et je crois qu'on était d'ailleurs assez pionnier au niveau européen, voire même plus, sur ce sujet. Donc voilà, c'est un peu le point de départ, c'est de là qu'on part il y a 20 ans, et donc aujourd'hui on a pas mal progressé, et c'est Franck qui va introduire ça, qui va nous expliquer un petit peu d'où ça vient, cette société à mission. Alors société, structure, entreprise, association, on va globaliser avec structure à mission, voir un peu d'où ça vient, ce que c'est, comment on y arrive globalement, et puis après on partira sur deux retours d'expérience avant de lancer la discussion. Franck, tu as normalement un micro. Merci. Merci Cédric, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là à 9h du matin. J'ai l'impression que pour certains ça peut être un exploit si j'ai bien compris, pour d'autres tout à fait normal. Donc je suis ravi d'être aux côtés de Cédric, Solène et Perrine pour vous parler de l'entreprise, de l'organisation ou de la structure à mission et aussi du territoire à mission. Par convention et pour essayer de simplifier notre dialogue, ou en tout cas nos échanges, on parlera peut-être aujourd'hui de structures à mission qui engloberont l'intégralité des organisations, les entreprises, des associations, des fondations et ainsi de suite. Donc structure à mission, on va parler de ça aujourd'hui. Finalement, c'est quoi une structure à mission? C'est une structure qui a décidé de contribuer à la résolution des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux en lien avec son activité. Si ce n'est pas en lien, c'est de la RSE. Si c'est en lien, c'est de la mission. Et pour faire ça, une loi est apparue en 2019, vous la connaissez bien évidemment toutes et tous, c'est la loi Pacte. La loi Pacte, je ne vais pas vous en faire un débrief intégral. En revanche, 3 éléments majeurs. Premier élément de la loi Pacte nous dit, c'est le 1 qui est ici, toutes les entreprises, vous devez adresser votre activité en ayant connaissance et en prenant en considération les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? C'est l'avènement dans des textes de loi de la RSE. En gros, vous ne pouvez pas faire autrement que de faire de la RSE. C'est une obligation. Ensuite, deuxième étage, vous avez aussi la possibilité, pour aller plus loin, de vous doter d'une raison d'être. Une raison d'être, c'est quoi? On va réfléchir sur les raisons pour lesquelles on existe, pourquoi on existe. On va les chercher dans nos valeurs, nos singularités,
nos utilités sociales et environnementales, et tout ce qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui, pour le retranscrire sur le demain, et avec une grande phrase qui peut paraître être ce qu'on peut appeler du bullshit, greenwashing, ce que vous voulez. On va se dire, ça veut rien dire, leur grande phrase et tout ça. Sauf que, quand vous la faites, je peux vous assurer que chaque mot pèse une tonne. Je vois des hochements de tête, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont déjà dû faire l'exercice, et vous allez avoir des retours d'expérience aussi tout à l'heure. Donc on va se doter d'une raison d'être. Et, troisième étage, vous pouvez, si vous le souhaitez, personne n'est obligé de rien, devenir une société à mission. Et là, on l'a quand même inscrit dans le code civil. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut peut-être... on va avoir 5 étapes, on les fait en 30 secondes. Première étape, on se dote d'une raison d'être. En 2, on associe à cette raison d'être des objectifs statutaires. Donc on les inscrit dans nos statuts. Ensuite, on aura des objectifs opérationnels qui viennent détailler nos objectifs statutaires. Ensuite, on va créer un comité de mission. C'est un comité de conseil et qui va vérifier, qui va challenger votre mission de façon périodique. Et puis enfin, on va avoir aussi tous les 2 ou 3 ans, selon la taille de la structure, une vérification par un organisme tiers indépendant. On va aller déposer ça auprès du greffe du tribunal et on sera société à mission. Autre structure à mission. Autrement dit, si vous voulez être une structure à mission, prenez une feuille, écrivez une phrase qui va décrire une raison d'être, faites-vous 2-3 objectifs, allez au greffe du tribunal et vous êtes déjà une structure à mission. Autrement dit, le devenir, c'est rien. Bon, bah voilà, la fin de l'atelier. On a tous compris ce que c'était. Merci d'être venu. On peut aller prendre un café. Ok, c'est si simple que ça. C'est si simple que ça, on va voir tout à l'heure quelques nuances. Bref. Et je dirais, ça c'est une sorte de petite provocation pour vous dire, si vous devenez une structure à mission dans ces conditions-là, vous ne le resterez pas. Vous le serez au départ, mais au bout du premier audit que vous allez passer, vous ne le serez plus. Donc, il vaut mieux bien le faire dès le début si on veut s'engager réellement. Juste, tu veux rajouter un point? Non? Plein de choses. Je sais que tu peux nous faire 2h30 là-dessus. Et c'est passionnant. Juste un point, parce qu'on a devant nous globalement des organismes de gestion de destination. Hein. Donc, on a élargi la logique à structure. Donc, ça veut dire qu'on verra avec Perrine, c'est pas que des sociétés, ça peut être des structures, des associations, etc. Mais on a surtout en face de nous des structures qui sont déjà un petit peu, enfin, qui ont beaucoup d'injonctions sur ce sujet-là, au niveau de la RSE. On vous demande de faire de la RSE, on vous demande d'être ISO, je ne sais quoi, etc. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et pourquoi pas des labels comment ça se positionne par rapport à tout ça? Comment est-ce que la logique de mission se positionne par rapport à toute cette logique de label et de RSE au sens plus large? Ouais, c'est ça. C'est une couche de plus ou est-ce que... Voilà. Une sorte de jungle un petit peu de celui qui lave plus vert que vert ou celui qui lave plus social que social. Aujourd'hui, j'imagine que vous toutes avez déjà en effet pas mal d'injonctions à faire de la RSE, vous en faites déjà probablement, et vous êtes, ou si vous n'en faites pas réellement, vous êtes déjà peut-être des Monsieur Jourdain de la RSE, vous en faites sans le savoir. Il y a les CSRD qui arrivent derrière tout ça, voilà, il y a en effet la norme ISO 26000 et ainsi de suite, vous avez les Bicorp et autres. C'est quoi la différence entre la mission et tout ça, quoi, finalement? On va se dire que lorsque vous faites de la RSE, la démarche RSE va venir nourrir votre mission, alors que la mission va venir orienter votre démarche RSE. Je m'explique. Lorsque vous cherchez à avoir un label, peu importe lequel, un Bicorp, un Great Place to Work, un Lucie ou autre, un label RSE, vous allez avoir un référentiel qu'on va vous donner, vous allez avoir des cases, et puis selon votre degré de maturité, vous allez pouvoir cocher ces cases ou ne pas les cocher, et au final, vous allez obtenir un score. Et avec ce score, vous allez devenir ou non labellisé, avec le label que vous aurez choisi. On est là dans la standardisation et on veut voir une seule tête, parce qu'on harmonise des pratiques. Lorsqu'on parle de mission, on est à l'opposé de cette histoire-là. Ce qu'on recherche, ce n'est pas à harmoniser, on cherche à singulariser. Lorsque vous devenez société à mission, vous n'avez pas de référentiel pour le devenir. Vous ne remplissez pas un cahier des charges auxquelles il faut accéder. C'est vous
et vous seul qui allez construire votre propre référentiel, votre mission qui va vous mettre en tension positive pour demain. Surtout, on ne va pas y décrire ce qu'on fait déjà. À quoi ça servirait de devenir une structure à mission? On va se mettre en tension pour les 20 prochaines années pour se donner du corps et aussi un peu de cœur à l'ouvrage parce que ça va nous mettre en tension. Donc voilà, on ne cherche pas à harmoniser, on cherche justement à singulariser les choses. Et en revanche, les deux, obtenir des labels, un label, peu importe, et devenir une structure à mission, n'est absolument pas antinomique et l'un aide l'autre et il y a un effet de synergie lorsqu'on fait les deux en même temps. C'est clair. Des questions sur ce point de définition avant qu'on passe au retour d'expérience? C'est à peu près clair pour tout le monde? Ok. Solène, tu veux bien nous parler un petit peu d'Oco-Hôtel et puis ensuite du parcours Société à mission que tu as mis en place? Alors, pareil, je vous remercie de vous être levé ce matin. Bravo à vous. Ravie d'être là pour parler de RSE. Oco-Hôtel, c'est une entreprise française familiale qu'on a créée il y a une quinzaine d'années avec mon père, Olivier Devis. On s'est levé un matin et on s'est dit allez, on va créer un groupe hôtelier. Ça a été un tout petit peu plus long que ça. Mais en tout cas, on a ouvert notre premier hôtel à Nantes en 2014. Donc directement une logique territoire. Et aujourd'hui, on a 14 hôtels dans toute la France. On est un peu plus de 300 collaborateurs. On fait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et surtout, et ça c'est ma plus grande fierté, on est la première marque hôtelière entreprise à mission. Alors, quand on a créé la société, on avait, dès le départ, c'est la chance aussi des jeunes structures, des ambitions assez fortes et sur le développement durable et sur la responsabilité sociétale, parce que c'est ce que nous, avec nos tripes de dirigeants, on avait mis dans le projet Oco-Hôtel. Et les choses se sont structurées au fur et à mesure. On a vu le sujet de la RSE prendre de l'ampleur. Et surtout, à un moment, on s'est posé et on a interrogé nos clients, nos collaborateurs, sur ce qu'ils considéraient être les forces d'Oco-Hôtel. Et nos collaborateurs nous ont répondu, nous, on pense qu'on est une boîte hyper en avance sur la RSE dans le secteur de l'hôtellerie. Et en fait, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'on n'assume pas? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de parler d'hôtellerie 4 étoiles et de parler de sobriété, de développement durable? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer la seconde? Et en fait, comment, au lieu de peut-être se cacher un petit peu, on prend le lead? Alors moi, j'avais pas du tout le sentiment qu'on se cachait. J'avais plutôt l'impression qu'on essayait d'éviter le greenwashing, ce qui était très courant, notamment chez les grands groupes. Mais à ce moment-là, j'ai pris conscience que ce qui m'était adressé par les collaborateurs était de nature différente et qu'il allait falloir prendre de l'avance, monter au créneau et s'afficher. Et donc, on s'est fait accompagner. On a regardé justement à l'époque tous les labels. Est-ce qu'on devient Bicorp? Est-ce qu'on devient ESUS? Est-ce que... et puis, en fait, ça ne nous parlait pas beaucoup et on est tombé sur l'entreprise à mission. Et là, on découvre que ça nous propose de changer notre gouvernance et ça nous propose de tracer notre propre chemin avec un niveau d'ambition qui est aussi élevé qu'on peut en avoir envie et qu'en revanche, on peut se donner du temps long et en même temps, on a la crédibilité d'un audit, d'un cadre qui est quand même très, très structuré. Et on s'est lancé là-dedans il y a 1 an et demi. Alors, notre raison d'être, elle est assez longue. D'ailleurs, si vous vous lancez dans cette démarche, ne faites pas notre erreur. Je pense que c'est mieux si ça tient en une phrase. Mais on est parti sur l'idée de concevoir des expériences hôtelières qui réconcilient l'hôtellerie haut de gamme et la sobriété écologique. Et on s'est défini 4 objectifs statutaires. Donc, il y en a un qui est effectivement sur l'expérience client, traiter aussi bien nos clients que nos équipes. Donc, on est dans une idée de symétrie des attentions parce qu'évidemment, dans notre industrie où il y a beaucoup de personnel, c'est essentiel de travailler sur ces sujets-là, les sujets sociaux. On a un objectif qui est lié à notre lien avec les territoires.
comment on construit des projets ensemble, comment on est respectueux des territoires où on s'implante. Il y a un objectif qui est lié à l'ensemble de nos partenaires, les partenaires de la filière hôtelière, sans qui en fait on ne peut rien changer du tout. Moi aujourd'hui, je ne sais pas influer sur le bilan carbone de mon fournisseur de linge si je ne me pose pas en face de lui en lui disant bon, quand est-ce que tu te bouges un petit peu les fesses. Donc cette notion d'aider la filière à se transformer. Et puis un dernier objectif sur inviter chacune de nos parties prenantes à une réflexion plus vertueuse sur la sobriété environnementale. Donc là, c'est aussi bien proposer un forfait mobilité durable à nos collaborateurs que aller s'engager sur des projets de collaboration, des projets qui vont très très loin dans la logique de décarbonation. Et on a publié notre premier rapport de mission à l'été dernier, ce qui est vraiment une première étape fondatrice. Donc ça c'est le point qu'évoquait Franck, hein, c'est que jusque-là c'était facile, tu as pu le devenir entre guillemets facilement potentiellement, mais tu as passé le cap des 18 mois avec l'audit et c'est validé, c'est confirmé, donc là tu étais déjà officiellement société à mission, mais là tu l'es, on va dire, confirmé par l'autorité, quoi. Ça y est, j'ai le petit tampon. Le petit tampon, ok. Bon. Nous on est en train d'attaquer notre audit, donc je te cache pas que ça m'intéresse d'avoir ce retour d'expérience. Ok, merci, très clair. Juste un point avant de passer sur les Charentes. Concrètement, opérationnellement, au quotidien, ça change quoi? Tu as parlé des équipes, ce qui nous intéresse, c'est ça. En quoi ça a changé? Ça vient des équipes, quelque part, au départ. Ça a changé quoi dans leur vie? Ça a changé quoi? Et après, j'aurai un petit témoignage à faire. Ce que je peux dire aujourd'hui, avec justement pas mal de recul, c'est que ça a changé le pilotage stratégique de l'entreprise. Longtemps, on a eu un peu une feuille de route RSE d'un côté, une feuille de route stratégique et opérationnelle, et tout venait un petit peu s'empiler. On avait la même problématique que dans toutes les boîtes. La RSE, c'est le sujet de qui? Et là, aujourd'hui, on a réussi à tout réunir de façon cohérente et concertée. La RSE, c'est le sujet de tout le monde dans la boîte. Il n'y a personne sur les 300 collaborateurs qui ne sait pas ce que c'est que l'entreprise à mission, qui ne se sent pas investi à son niveau d'une contribution. Encore une fois, il y a différents scopes, hein. C'est pas la même chose de contribuer quand on est réceptionniste, quand on est directeur d'un département au siège. Mais en tout cas, c'est le sujet d'absolument tout le monde. C'est passé par beaucoup de formations, d'éveil aussi pour certains. Là, moi, au courant du mois, je vais faire les ateliers d'automne avec toutes les équipes parce qu'on n'est pas tous au même niveau de conscience et de transition personnelle. Donc, vraiment, cette idée de pilotage stratégique. Et en fait, c'est ultra vertueux parce que maintenant, le moindre projet qu'on initie, on se pose la question à quel objectif de la société à mission ça se relie. Et ça, c'est très puissant pour aller plus loin dans nos projets. Donc il y a quelque chose de très vertueux, mais c'est aussi super puissant pour les collaborateurs, les chefs de projet qui sont en charge. Parce qu'ils se disent, OK, avec le projet que je mène, je réponds à cet objectif stratégique de l'entreprise, qui sont des objectifs assez classiques, hein, rationalisation, performance, structuration, etc. etc. Mais je réponds aussi à un objectif purement RSE. Donc en fait, mon travail, il a du sens. Et ça, pour moi, c'est le double effet qui se coule de cette démarche. Clairement. Et la petite anecdote, et après on passera vraiment à Perrine parce qu'on est en train de laisser filer le temps. J'avais une des discussions que j'avais hier soir à la soirée. Quelqu'un qui me dit spontanément, ce qui est incroyable chez Oco Hotel, c'est quand tu es à la réception, quand tu es au desk, que tu arrives, tu comprends que tu es société à mission, ne serait-ce qu'à travers la relation que tu as avec la personne qui t'accueille. Ouais, je vais montrer tout le replay à mes équipes. Merci. Exactement. Et c'est spontané, mais je te remettrai en relation avec la personne en question si tu veux. Perrine, Charentes Tourisme, donc première chaîne hôtelière, première structure touristique OGD à mission. Explique-nous rapidement. Alors, en deux mots, d'abord une petite présentation de Charentes Tourisme. C'est une structure qui est née en 2017 de la fusion des agences départementales de tourisme de la Charente et de la Charente-Maritime. On a ensuite intégré en 2020 un office de tourisme, celui des Vals de Saintonge, qui est un territoire qui est situé en Charente-Maritime.
Et donc, nous sommes association à mission, structure à mission depuis juin 2024. Donc, c'est vraiment tout récent. On est au début de l'aventure. Aujourd'hui, Charente Tourisme, c'est 65 collaborateurs. On est répartis sur 3 sites, donc 2 en Charente-Maritime à La Rochelle et Saint-Jean-d'Angély et 1 en Charente à Angoulême. Nous, donc, pourquoi on s'est engagé dans cette démarche de structure à mission ? C'est intervenu en 2023 à la suite de l'obtention de notre label engagé RSE par l'AFNOR. Donc on le disait, c'est effectivement des aventures, des démarches qui sont complémentaires, qui se nourrissent. Et quand on a engagé cette démarche, nous, on souhaitait faire encore un pas de plus dans notre engagement, affirmer notre responsabilité, notre contribution au bien commun. C'est avec cette idée-là qu'on s'est engagé. Ça correspondait aussi à un moment, à un contexte qui était favorable, puisqu'on était à la fin d'un cycle stratégique qui avait été initié au moment de la fusion, donc 6-7 ans auparavant. Nos départements étaient en train de rédiger de nouveaux schémas, donc il y avait un contexte qui était favorable à un renouvellement stratégique aussi. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'engager une nouvelle dynamique collective, de se projeter sur un cap, se fixer un cap sur du temps long et de réengager à la fois l'entité et les collaborateurs dans une action qui prenait du sens. Je dirais que c'est aussi l'innovation fait partie de l'ADN de la structure depuis sa création, et c'était pour nous aussi important de s'engager dans cette nouvelle voie, d'ouvrir de nouvelles voies en étant une des premières associations dans l'univers du tourisme à devenir structure à mission. Et puis je dirais un dernier élément sur le pourquoi de l'engagement. Le tourisme, depuis quelques temps, est pointé du doigt régulièrement dans les médias. On parle beaucoup de surtourisme, il y a un tourisme bashing. Et pour nous, c'était important aussi d'affirmer que le tourisme, ça peut être une activité positive, surtout aussi. Et que, voilà, nous, on voulait affirmer un tourisme positif et équilibré. Et c'est ce qu'on a mis au cœur de notre raison d'être. Donc voilà, il y a plein de raisons qui ont motivé cet engagement. J'enchaîne peut-être sur le volet opérationnel pour vous dire quelques mots. Alors nous, on est au début. On a mené une première phase qui était plutôt stratégique, qui a commencé en septembre 2023. On a choisi tout de suite d'être accompagné par KPMG, qui est elle-même entreprise à mission, pour disposer d'un cadre méthodologique, d'une expertise, d'un regard extérieur qui facilite aussi l'accompagnement, la démarche. Ils nous ont donc permis de rédiger notre raison d'être et nos 4 objectifs statutaires que vous avez vus, je crois, qui ont été validés donc en conseil d'administration en janvier 2024, et on a modifié nos statuts en assemblée générale extraordinaire en juin dernier. Donc c'est tout récent. On n'a pas encore passé, nous, le premier audit, parce que peut-être une précision aussi, en tant qu'association, on n'a pas l'obligation, on n'a pas les mêmes obligations que les entreprises d'avoir un comité de mission, d'avoir un audit par un organisme tiers indépendant. Nous, on a fait le choix d'avoir ces contraintes-là pour valider la robustesse du modèle de mission. Parce que si on ne va pas au bout de la démarche avec ces éléments qui sont fondamentaux et forts, voilà, on ne sera pas pleinement satisfait. On veut s'engager au même titre qu'une entreprise. Donc, on a pris les mêmes contraintes. D'un point de vue opérationnel, là, on passe une nouvelle étape depuis le mois de juin. L'idée, c'est de rentrer justement dans la déclinaison opérationnelle de cette démarche de mission. Donc, de faire rentrer la mission dans le quotidien de nos collaborateurs, parce que ça prend son sens une fois que c'est là, une fois que c'est dans le quotidien de chacune de nos actions, de chacun des collaborateurs et des collaboratrices. Alors pour ça, on a commencé à engager des étapes. La première, ça a été effectivement aussi de décliner les objectifs statutaires en objectifs opérationnels
pour amener de la précision sur des enjeux qui, je ne sais pas si vous avez vu nos objectifs qui sont très courts aussi. Ça doit être un défaut des entreprises à mission au départ, de vouloir mettre beaucoup de choses. Les objectifs opérationnels permettent d'apporter de la précision. La seconde étape, et je rejoins ce qu'a dit Solène tout à l'heure, c'est que pardon, j'ai perdu mon fil. C'était la question de la vérification de l'alignement des actions par rapport à ce modèle de mission. Concrètement, nous, ça s'est traduit par, dans le cadre de la préparation de notre plan d'action 2025, qui est en cours là, chaque pilote d'action, chaque manager dispose d'un gabarit classique de fiche action avec c'est quoi l'objectif, la cible, les budgets, les ressources, enfin, vous connaissez sans doute ça. Nous, ce qu'on a ajouté dans cette fiche, c'est une grille d'évaluation extrêmement simple qui invite simplement le manager ou le pilote de l'action à s'interroger justement sur, à se poser la question dans quelle mesure et à quel point mon action sert un ou plusieurs des objectifs statutaires et opérationnels. Donc c'est une grille extrêmement simple, hein, impact faible, fort, moyen, mais ça permet simplement de faire une pause et de se dire ouais, est-ce que cette action, elle est vraiment en lien avec ma mission, et de réinterroger à chaque fois qu'on prend une décision l'alignement. Juste un point là-dessus, c'est essentiel. Hein. C'est vraiment, on voit là l'impact opérationnel au quotidien d'être société à mission. C'est effectivement pas juste un truc qui est jeté dans les statuts et puis au pire on attend 1 an et demi, on verra bien. Non, c'est dans le quotidien et ça change. Toutes les décisions doivent être prises au prisme vraiment des objectifs. Il faut qu'on sache qualifier, et quand je dis il faut, ça paraît être une contrainte, non, en réalité c'est même un guide, c'est-à-dire qu'on change complètement de façon de gérer une boîte quand on a ça, c'est qu'on ne regarde plus du tout les mêmes indicateurs et on n'a pas les mêmes processus de décision. Mais tout ça c'est extrêmement bénéfique d'ailleurs. Oui, je te rejoins, c'est à la fois un guide et c'est en même temps, c'est aussi hyper enthousiasmant parce que ça permet. Alors nous, par exemple, pour des actions existantes qui sont récurrentes, et il y a peut-être un phénomène parfois de lassitude, ça permet de les réorienter aussi, de leur donner un nouvel élan en lien avec cette mission, et ça fait sens, et ça donne une nouvelle énergie. Donc, et puis ensuite, là, on est dans la partie, pour moi, qui est la partie difficile, une des parties difficiles, c'est tout le travail, justement, de définition de nouveaux indicateurs et d'objectifs. On est dans des structures où on a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de reporting. Et effectivement, il y en a pour la démarche RSE aussi, il y en a pour nos tutelles. Enfin, voilà. Donc, on travaille actuellement à essayer de rendre ça le plus efficace possible, le plus simple, le plus en lien, de ne pas démultiplier parce qu'on va perdre les équipes si on leur a dit, voilà, vous avez 60 indicateurs pour la RSE, vous en avez 10 de nouveaux pour l'association à mission, vous en avez 50 pour les départements, enfin, voilà. Donc, il y a un travail là d'harmonisation, de se poser la question du bon indicateur, du bon objectif pour que ça fasse sens, que ce soit utile et que l'ensemble de l'équipe comprenne pourquoi ils suivent ces indicateurs. Donc ça, c'est une partie qui est assez importante. Et puis, on a des nouvelles étapes, nous, qui vont arriver très, très vite. La constitution du comité de mission, qui sera normalement opérationnel d'ici la fin de l'année. Et puis, premier rapport en juin prochain et premier audit d'ici la fin 2025. Trop bien. On a parlé 2 fois de comité de mission, juste micro-définition. Micro-définition. Comité consultatif qui est composé obligatoirement d'un collaborateur de la structure et qui vient aussi chercher des compétences qu'on n'a pas forcément en interne pour adresser notre mission. Si on a dans notre mission une dimension environnementale poussée pour, je sais pas, la biodiversité par exemple sur notre territoire, est-ce que nous, on a les compétences en interne sur la biodiversité de notre territoire? Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une compétence externe avec des valeurs reconnues. On va l'intégrer, s'il le souhaite et s'il l'accepte d'ailleurs, dans notre comité de mission. Et là, pour le coup, il va venir challenger tout ce qu'on fait dans notre mission et qui vient adresser la biodiversité. Et ça marche sur des thématiques bien différentes, bien entendu. La notion territoriale qui
par exemple chez vous, est majeur, peut être aussi accompagné par des connaissances extérieures ou des compétences externes qui ont des rapports au territoire différents du vôtre. Oui. Oui, je voulais juste apporter une précision rapide. C'est qu'effectivement, le comité de mission, ce n'est pas un organe de gouvernance. On a un conseil d'administration qui représente la filière. Donc ça, j'allais dire, on n'en a pas besoin. Là, l'idée, en tout cas pour nous, et c'est vraiment comme ça qu'on l'entend, c'est d'aller chercher des compétences qui sont nouvelles, qui vont venir nous challenger en lien avec notre mission, en lien avec nos objectifs. Donc voilà, pour nous, ça va être de l'innovation, de la prospective, voilà, et pas forcément dans le secteur du tourisme. Donc c'est aussi une belle ouverture, mais nos organes de gouvernance restent. Hein. Le comité de mission n'est pas un organe de gouvernance comme un conseil d'administration, un bureau. Structure à mission ne modifie pas l'organisation de l'entreprise, de ton côté non plus. Ou si un peu quand même. L'organisation... Moi, j'aime bien quand même dire aux collaborateurs que, même si juridiquement, ce n'est pas le cas, que le comité de mission, ça peut être un contre-pouvoir à l'entreprise, parce que j'ai choisi des gens dans le comité de mission qui m'ont dit « si je viens, je ne serai pas complaisant ». Il y a des choses où je te dirais c'est bien et il y a des choses où je te dirais que tu dois aller plus loin. Et j'aimais bien cette idée-là. Après, je rejoins Perrine. En fait, on en fait ce qu'on en veut. Et moi aussi, j'ai des actionnaires en face de moi qui me disent la RSE, j'adore, c'est génial, vous cochez toutes mes cases dans mon rapport annuel. Et quand je leur dis quand est-ce qu'on fait, ça se retrouve dans le TRI que vous me demandez, là, il n'y a plus personne. Mais en tout cas... tout dépend de la manière dont on voit les choses, mais c'est pas limitant. C'est pas limitant, c'est des gens qui viennent avant tout nous accompagner dans notre démarche. Et moi, notre comité de mission, il y a eu cet apport. Effectivement, on a pris quelqu'un qui a une société de nettoyage, parce que nous, à date, on sous-traite le nettoyage de nos chambres et donc on a un vrai problème social parce qu'on se rend compte que les entreprises avec qui on bosse, même si on essaie de choisir les plus vertueuses, ça reste quand même extrêmement limite en termes de gestion du social. Donc on avait envie d'avoir quelqu'un qui vivait ça de l'intérieur, qui lui avait mis en place une démarche et qui pouvait nous apporter quelque chose. Et puis après, ils ont des apports méthodologiques. Par moment, ils ont pu nous dire « recentrez-vous ». Il y a trop de choses, vous n'allez pas y arriver. Il vaut mieux faire moins de choses et passer plus de temps sur la façon dont vos équipes l'appréhendent, dont ils sont capables de le communiquer à votre client final, à un client entreprise, etc., etc. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie structure à mission? Oui, bien sûr. Hop. Franck, s'il te plaît. Bonjour, Sophie Millet, je suis à l'ADT de l'Aude et on vient d'aboutir sur notre stratégie touristique, tourisme à impact positif. Et je suis curieuse par rapport à la fusion des deux ADT. En fait, effectivement, j'imagine que la structure à mission a été décidée par des élus quand même, puisque c'est notre en tant qu'association, ou est-ce que c'est une volonté plutôt côté technique et façon de fonctionner? Enfin, le rapport avec les élus sur et est-ce qu'ils partagent et est-ce qu'ils le portent finalement? Alors, oui, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je pense que l'initiative de la structure à mission, elle émane plutôt de notre direction, plutôt des techniciens, effectivement. Mais on a trouvé auprès de nos présidents, on a un président délégué pour la Charente-Maritime et la Charente. On leur a présenté et très rapidement, on était déjà label engagé RSE, c'était un souhait aussi, donc ils sont partie prenante et ils nous suivent pleinement dans cette aventure. Mais effectivement, c'est plutôt partie là, je crois, des techniciens. J'ai pas mieux. C'est ça. J'ai pas mieux à 9h30. Bonjour, merci pour les témoignages. Merci d'ouvrir le capot, du coup, aussi, de ce qui se passe. Du coup, j'ai deux questions sur ce moteur à l'intérieur. La première, c'est sur le processus. Il y a quelques trucs qui m'ont fait tiquer. Vous avez des structures à 65 ETP, à 300 ou 65 salariés, 300 salariés. Perrine, tu viens de dire, en fait, tu as dit, on a été accompagné par KPMG, c'est la direction qui a impulsé. Donc, quelle est la place
des salariés dans le processus, au-delà de juste on a fait 1 ou 2 réunions avec eux en fait. Et pour voir où se passe la décision et où est le vrai engagement, versus après la deuxième question qui est plutôt gratte-poil, parce que je l'ai vu dans votre communication pour ce qu'on se suit bien, et je viens de le voir, la dichotomie entre on est dans ce processus, on le fait, et en première page, on est en train de dire qu'on est la première à le faire. Et je trouve qu'il y a une dichotomie entre on est la première entreprise à mission, on est la première association à mission, et ce travail de l'intérieur, en gros, humilité totale. Et on fait juste partie des acteurs du changement. Et donc voilà, c'est la deuxième question, un peu, celle-là un peu plus gratte-poil, mais sinon c'est le processus des salariés que j'aimerais bien voir. Alors sur la question gratte-poil, dans notre raison d'être, on a indiqué qu'on voulait incarner et impulser. Incarner, c'est du coup devenir structure à mission, mettre les mains dans le cambouis et y aller. Effectivement, on est dedans. Et impulser, bah, c'est être les premiers, mais enfin, peu importe. C'est-à-dire ouvrir la voie, s'engager, tester, avancer. Et voilà, quand on dit qu'on est le premier, c'est pas le premier au sens où on est les meilleurs. C'est bah, tiens, peut-être qu'il y a cette voie-là, essayons-la, testons-la, on innove, on y va, et on espère que ça impulse. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Sur le volet de l'intégration des salariés, pour moi c'est un vrai challenge. C'est vrai que j'étais pas au début. Aujourd'hui, je prends en charge l'animation, le management de la mission. J'étais pas au tout début de l'organisation. On voit très clairement, nous, c'est une étape qui est pas encore suffisamment aboutie. Enfin, il y a du travail là-dessus parce que c'est parti effectivement de notre direction, parce qu'on a travaillé plus largement avec les managers qui sont plus impliqués. Ça demande du temps, il faut l'accepter aussi. Voilà, c'est un travail long. On a travaillé la raison d'être, les objectifs statutaires, y compris avec nos parties prenantes. Voilà, on sait que là, il y a un véritable enjeu parce que l'association à mission prendra tout son sens quand elle sera vraiment diffusée au sein de l'entreprise, dans notre quotidien, et qu'elle fera sens pour chacune. Solène, juste peut-être en quelques secondes sur la question gratte-poil, parce que tu as déjà parlé des collaborateurs vraiment au centre, sur la question gratte-poil vite fait. Après, le collaborateur, ça reste le pain point à 300 personnes, mais sur tous les sujets, le collaboratif à 300, il n'existe pas. Moi, je suis persuadée que ça passe par la formation et par le sens que donnent les managers à tout ça. Voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, nous, on s'est beaucoup posé la question, c'est pour ça que très longtemps, on n'a pas communiqué sur ce qu'on faisait sur le sujet RSE. Et c'est parce que les collaborateurs nous ont dit, mais en fait, tu as honte de ce qu'on fait, au point que tu n'en parles pas, qui m'a fait réfléchir. Et j'ai accepté que sur certains sujets, on allait plus loin qu'une partie de l'industrie, et qu'il y a un moment, si on avait la véritable conviction qu'il fallait qu'on bouge en tant qu'industrie sur les sujets de la RSE, eh ben, il fallait accepter aussi de prendre son bâton de pèlerin et d'aller expliquer tout ce qu'on fait. Et moi, j'ai 10% de mon temps qui est consacré à être là avec vous pendant quasiment 1 jour et demi sur mon temps de travail, alors que j'ai plein d'autres obligations, à aller régulièrement parler à des banquiers, à des professionnels de l'industrie, à des investisseurs, même aussi à des boîtes qui n'ont rien à voir parce qu'ils se posent cette question de la responsabilité sociale d'entreprise. C'est un peu ma petite croisade personnelle. Et oui, j'ai envie qu'Coco Hotel s'expose là-dessus. Pas pour dire qu'on est les meilleurs. En fait, on s'en fout parce que si demain, il n'y a plus de planète, on s'en fichera totalement de qui est le meilleur. Mais plutôt pour dire, c'est une démarche qui est possible, qui est cohérente, qui est intéressante. Et pour les gens qui vraiment s'en fichent de la RSE, moi je leur dis c'est une question vitale parce que les enjeux qui nous attendent demain, ils sont tellement graves, ils vont être tellement complexes que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une façon de se préparer. En tant que dirigeant, que chef d'entreprise, nous on voit la CSRD arriver, on est serein, ça va être du taf. Mais on sera en mesure de le faire parce qu'on a beaucoup avancé et l'entreprise à mission nous aide là-dessus. Donc oui, s'exposer, c'est toujours une question. Pourquoi on le fait? Ce qui est sûr, c'est que si on le fait pour être partout sur LinkedIn ou pour gagner des prix pour sa boîte, c'est pas très intéressant. Si on le fait pour que ne serait-ce qu'une personne dans la salle se dise « Ok, moi, je vais peut-être en retirer quelque chose. J'ai peut-être envie de faire les choses différemment pour mon organisation. » Et c'est déjà ça de gagner.
Oui, puis je crois qu'il y a... Je vois d'où vient la question et je crois que j'aurais pu moi-même la poser. Le être premier A, ça nous fait beaucoup de tort dans la communauté, on est d'accord. Et je crois que... Ouais. Ouais, ouais. 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 Et je... Oui, après, il y a un peu un contre-discours, nous, des grands groupes, qui en font des tonnes sur la partie communication. Et c'est vrai que parfois aussi, ils remettent un peu l'église au centre du village en disant, bah, nous, en tout petit acteur, en challenger de l'industrie, sans les moyens des grands groupes, on arrive à être premier sur un sujet comme ça. Ça donne aussi quelque part de l'espoir sur le fait que des structures de taille plus petite sont à même de lancer ce type de démarche. Mais ça a au moins l'avantage de challenger peut-être un peu les autres, et je crois que c'est un peu, même plus que ton combat. Très rapidement, parce qu'on a tout le deuxième volet à voir. Très rapidement, est-ce que l'un de vous a tenté une expérience d'intelligence collective pour faire en sorte que votre démarche de mission soit alimentée aussi par l'initiative des collaborateurs? Oui, nous on l'a fait, et on ne l'a pas fait que sur le sujet de la RSE. Je trouve que ça reste des sujets très complexes. L'intelligence collaborative, encore une fois, à 300 collaborateurs. Donc là aussi, je pense que c'est la qualité du boulot que nos managers, nos directeurs, directrices d'hôtel vont faire dans leurs établissements qui permet de faire émerger des expériences, des tests en local. Et souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que, en fait, quand il y a un peu des idées de tests, on leur propose d'être pilote. Et c'est là où on va enclencher du participatif, parce qu'on a eu des propositions plein et on les étudie toutes. Mais en fait, souvent, on se heurte au là, ok, c'est difficile à mettre en place, là, c'est pas la priorité. Et en fait, demander son avis à tout le monde pour derrière retenir très peu de choses, c'est très déceptif aussi. Donc, on préfère donner une responsabilité qui est très claire. Qui veut être pilote sur ce projet? Ok, c'est parti, on vous accompagne. Et là, il y a une vraie fierté des équipes d'avoir contribué à leur échelle. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième partie. On est presque à la moitié de l'atelier. On va peut-être faire très rapide. Au moins, l'idée, c'est au moins de poser les choses sur la table, d'ouvrir la réflexion, et puis au pire, vous repartirez avec, mais peut-être avec des éléments qu'on aura quand même le temps de présenter. Je vais introduire extrêmement rapidement le sujet. La question qui est posée ici, quand on voit l'engagement que l'on met, que ce soit sur une EGD ou sur une société privée, c'est la question du territoire. En quoi, finalement, nos métiers évoluent. On a beaucoup parlé de destination pendant des années. Si on voit un petit peu l'évolution, on part tous d'un point de départ qui est la promotion de destination il y a quelques décennies. On en fait encore, certains, plus que d'autres. Et puis, à un moment donné, on est passé du marketing territorial. On a mis des outils de publicitaire, marketing au service du territoire pour finalement aller sur l'attractivité territoriale. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui faisaient de l'attractivité territoriale, résidentielle, économique, touristique, investisseurs, etc. Donc on a essayé de rassembler tout ça dans le même panier. Et puis finalement, on arrive, je fais très raccourci, à une logique de projet de territoire. Là, quand on arrive sur un territoire à passer de promotion de la destination, genre fait venir plus de monde, jusqu'à un projet de territoire qui s'inscrit dans la durée, ben, on est assez naturellement amené à faire le lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Comment est-ce qu'on peut viser sur le long terme? Et donc, on est, en termes de territoire, et pour moi, c'est vraiment intéressant, important de se pencher sur ce schéma-là, sans prétention, mais on a un territoire qui regroupe des habitants, des sociopros, des visiteurs, des EGD. Ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on met tout ça dans la même réflexion, dans le même projet. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est de voir, dans cette logique territoriale, comment est-ce qu'on arrive à créer du collectif, de la coopération, de la collaboration, des synergies, c'est tous des mots que vous utilisez au quotidien, mais est-ce qu'on le fait au service du territoire? Ou est-ce qu'on le fait au service de nos missions les unes après les autres? Est-ce qu'on le fait de manière silotée ou est-ce qu'on le met au service d'un projet global? Et est-ce qu'on le fait bien avec nos sociopros? Est-ce qu'on le fait bien avec nos habitants? Est-ce qu'on le fait bien avec nos touristes? C'est un peu le sujet qu'on voulait poser sur la table, et finalement de se dire... La RSE, la RSO, entreprise, organisation, donc on va étendre à organisation en ce qui nous concerne. La RSO, c'est très bien, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer.
Et pour répondre un peu à ta question que tu viens de me poser, ce qu'on vient de voir sur la mission, ça ne fait que rajouter quelque part ce que tu nous as dit, ça ne fait que rajouter un étage et une inscription dans le long terme de nos engagements RSE. Mais c'est une évolution assez naturelle, mais c'est centré sur nous. C'est nous. C'est OcoHotel qui s'engage pour OcoHotel, qui essaye d'engager ses parties prenantes, etc. Pareil pour Perrine. Là, la différence, et on va arriver à cette notion de responsabilité territoriale des organisations, c'est plus nous, c'est le territoire. C'est comment est-ce que nous, on peut s'engager au service du territoire, les uns et les autres, et surtout tous ensemble. Tu veux nous en parler un petit peu? L'idée, c'est une notion qui, globalement, on peut dire, est expérimentale, exploratoire. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Tu vas nous le dire. Voilà. Je vais te demander de faire court, je suis désolé, mais si on veut, on a encore le troisième étage de la fusée qui arrive derrière. Donc, on y va rapidement alors, d'accord. Juste en ouverture de chakra. En effet, on parle responsabilité territoriale des entreprises ou des organisations, on parle de territoire à mission, en tout cas on parle de notions qui sont assez récentes, qui ont 2-3 ans, sur lesquelles pas mal de gens viennent phosphorer et qui viennent agglomérer des connaissances qu'on a déjà sur la RSE, des connaissances qu'on a déjà sur la responsabilité. RSE, en effet, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais ça peut être aussi redonner du sens à l'entreprise, pour redéfinir l'acronyme. Et là, on est en train, en effet, de défricher cette notion qui, pour vous, au niveau territorial, a un sens extrême. On vit déjà dans un territoire à mission, toutes et tous ici. La France est un territoire à mission qui s'est doté d'une raison d'être, qui est liberté, égalité, fraternité, qui s'est doté d'objectifs statutaires avec des textes de loi, et qui a déposé ces textes de loi qui sont signés et validés par tous. On a aussi des comités de mission entre un Sénat, une Assemblée nationale et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire, rien de nouveau dans le territoire à mission. Sauf qu'il faut commencer par retirer toutes nos frontières mentales qu'on peut tous et toutes avoir, qui sont les frontières administratives qu'on connaît du territoire. Le territoire, il y a quelques personnes qui se sont penchées dessus, qui ont pris une carte et qui ont tenté de définir ce qu'était un territoire et qui ont découpé potentiellement des métropoles, des régions, des départements et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais finalement, un territoire, ça peut être un quartier. Un territoire, ça peut être un pays, dans le sens pays du Béarn, par exemple, ici. Enfin, on voit bien que des territoires, il y en a plein. On a des territoires qui ont des monnaies aussi, par exemple. Qui n'est pas forcément d'ailleurs que géographique. Ça peut être un territoire thématique. Je pense à des... Alors, on va voir justement en effet qu'il y a deux éléments qui se superposent pour faire territoire. Donc la première définition, c'est ça. Et ensuite, en effet, l'idée est que ce n'est pas uniquement la proximité géographique qui fait le territoire, mais c'est aussi l'enjeu qui fait le territoire. C'est le projet qui fait le territoire. Je donne un exemple. Si vous prenez le fleuve de l'Adour, le territoire de l'Adour, c'est quoi? Est-ce que ça se cantonne au pays du Béarn ou ça va un peu plus loin que le Béarn? Et donc on va aller prendre peut-être de la source de l'Adour jusqu'à l'endroit où il se jette pour avoir ici un territoire qui adresse un enjeu, l'enjeu de l'Adour. Et pour faire territoire, on superpose une proximité géographique et un enjeu qu'on veut adresser ensemble. Quand on dit ensemble, c'est œuvrer ensemble pour le bien commun. Et si on détermine qu'il y a un bien commun dans... Alors vous avez bien compris, c'est un exemple fictif, celui de l'Adour, on est ici, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on va réunir l'ensemble des sociopros, l'ensemble des habitants, l'ensemble des administrations, l'ensemble des entreprises. Vous avez bien compris, pour faire territoire et pour faire que le collectif soit plus fort qu'une somme d'individualité. C'est ça, faire territoire. Et pour ça, on peut très bien se doter d'une raison d'être pour une mission qui s'adresserait à l'Adour, par exemple, et mettre ensemble des textes qui viennent unir, faire converger des forces et des moyens aussi sur une seule et même thématique, sur un seul et même enjeu qui concerne l'ensemble du territoire déterminé. Merci pour la définition, je crois que c'est clair. Je vais peut-être
compléter le sujet, puis du coup on échangera après sur comment est-ce que Hôtel et Charente pourraient se projeter dans cette logique-là. On a parlé de responsabilité territoriale des organisations. On peut aller un poil plus loin, c'est effectivement que tu l'as déjà un peu abordé. Est-ce que on a parlé de sociétés, d'organisations qui s'engagent dans des missions, et en effet, est-ce qu'un territoire pourrait s'engager dans une mission? Est-ce qu'un territoire peut être une mission et sous quelle comment dire, sous quelles conditions de gouvernance, de mission, d'impact? C'est quoi les mots-clés pour effectivement aller vers, on va dire le mot, territoire à mission, même si on fera un clin d'œil à la fin, mais un territoire à mission, ça serait quoi concrètement sur cette base que tu viens d'évoquer? Quelle gouvernance, quels acteurs, quelle mission, quel impact? Quelques secondes. Je sais que tu aimes ça. Pourquoi tu dis ça à chaque fois? Ici, pour faire un territoire à mission avec toutes les pincettes qu'on met là-dessus, on l'a dit initialement, une convergence d'enjeux. Faire territoire, ça veut dire rassembler l'ensemble des acteurs dont on a déjà parlé pour mettre tous nos efforts en commun. Quelle forme ça peut prendre techniquement? Ça peut être la création d'une association qui porterait cette mission, par exemple. Parce qu'on est d'accord, pardon, je t'interromps, qu'une mission, elle est forcément portée par une organisation, quelle qu'elle soit. Exactement, ou ça peut être porté par une organisation qui est plus générale et qui pourrait représenter l'ensemble du territoire par l'enjeu qu'il adresse. Okay, donc il faut trouver quand même le bon dénominateur commun dans tout ça. Mais en effet, il y a obligatoirement une structure qui va porter une mission. Parce qu'on se rappelle quand même que c'est un texte de loi, que d'être une structure à mission, et qu'on va inscrire dans nos statuts des objectifs et une ambition. C'est à ce moment-là que je t'interromps et que je fais le lien avec la question de Virginie tout à l'heure qu'elle n'a pas eu le temps de poser. Ce que ça change, c'est que c'est inscrit dans les statuts. Donc c'est du long terme, ça pérennise. Si vous faites un plan d'action, une stratégie RSE, elle peut changer l'année prochaine, sans aucun problème. Vous ne changez pas vos statuts tous les ans. Donc ça l'inscrit dans la pérennité. Et on connaît dans nos structures, dans vos structures, une certaine volatilité, on va dire, tous les 5 ans, tous les 3 ans, à dire, OK, on change de cap, on change de vision, on change de mission. Bah là, non. Structure à mission, il y a des structures qui, peut-être, seraient encore là aujourd'hui, si leurs objectifs, si leurs missions avaient été inscrites dans leur statut. Voilà, ça ne se change pas d'un claquement de doigts, et ça, c'est vraiment important de se dire que c'est le gros enjeu. Je crois que tu voulais nous dire un mot là-dessus, mais on va peut-être te laisser terminer la définition. Non, mais j'ai encore pas mal de choses à dire, mais en effet, c'est majeur de comprendre qu'on s'inscrit sur le temps long et qu'on n'est pas là pour s'inscrire sur un mandat. Le temps long, c'est quoi? C'est, exemple, un client qui m'appelle au Havre, une boîte de plomberie-zinguerie, il me dit « je vends ma société, j'ai 64 ans ». Très bien, et alors, je veux passer société à mission. Ok. Pourquoi? Il me dit « parce que cette boîte, ça fait 40 ans que je suis dedans. J'ai les 2 repreneurs qui sont avec moi. Je veux faire la mission avec eux parce que je veux leur transmettre tout le patrimoine immatériel que j'ai construit pendant ces 40 années et je veux que ça perdure après moi. » Vous voyez? C'est ça aussi, devenir une structure à mission. C'est s'adresser au temps long. Donc, territoire à mission. Solène, peut-être, Oco Hôtel, déjà très engagé, tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, peut-être raffiner un petit peu. En quoi un acteur comme toi peut être engagé dans le territoire, dans un projet de territoire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà du concret? Est-ce que tu es prête à aller plus loin? Est-ce que tu es prête à travailler? Est-ce que tu le fais déjà avec des OGD au service de ce projet de territoire? Alors effectivement, nous, à chaque fois qu'on s'implante, et particulièrement en région, la promesse qu'on fait aux élus et puis aux sociopros, j'aime bien ce terme technique, qu'on rencontre, c'est de contribuer du mieux qu'on peut à l'attractivité de leur destination, par la qualité de la prestation qu'on offre. Ça, pour moi, c'est juste la base. La deuxième étape, c'est de leur dire qu'on va contribuer au tissu économique local. Que tout ce qu'on peut faire en local, on va le faire, évidemment. L'emploi, l'intégration de publics un peu plus éloignés de l'emploi. Ça va être aussi les partenariats avec des fournisseurs locaux, et pas juste pour les petits gâteaux, mais pour vraiment tout ce qu'on peut faire. Et ça va être la participation
à certaines activités sociales, culturelles, et puis à la réflexion sur la dynamique de territoire. Nous, on voit à quel point on est meilleur quand il y a une politique forte, une politique de marketing, une ligne directrice sur le territoire. Je vous disais tout à l'heure qu'on a ouvert notre premier établissement à Nantes. Nantes, pour moi, c'est un exemple magnifique. C'est quand même une ville qui n'avait pas forcément les meilleurs atouts d'un point de vue touristique. Ils ont eu une vision. Je vois. J'adore la région. Hein, attention, hein, vous me ferez pas dire des. Mais ils n'avaient pas de prime abord ce que d'autres destinations ont, et ils sont partis de là pour pour créer quelque chose, et ils ont embarqué tout le monde avec eux. Nous, dans ce genre de cas, on monte dans le train et ça y est, c'est lancé. Donc évidemment, on participe au voyage à Nantes. Évidemment, on reçoit les équipes presse au lancement de chaque voyage. Évidemment, quand ils nous ont proposé de créer une chambre d'artistes, de donner une chambre pour donner carte blanche à un artiste contemporain nantais, on a signé. Et là, pour nous, c'est passionnant. Et on adore travailler comme ça parce que c'est des gens qui sont dans notre quotidien, avec qui on peut discuter des enjeux de la destination et faire des choses ensemble. Donc ça, c'est pour nous un très fort levier. Là, on va ouvrir à 3. C'est un territoire qui attendait que ça, d'avoir un hôtel 4 étoiles pour donner le coup de pouce à la destination. Donc on est très attentifs. Et puis parfois, il y a des choses en local qui se font de l'ordre voilà, du projet, par exemple, solidaire. On a un hôtel à la gare de l'Est et on a une fondation qui est venue nous voir en disant, bah voilà, en fait, nous, on est une fondation qui aide les familles des enfants qui souffrent de cancer pédiatrique. On travaille avec notamment l'hôpital Rothschild. Ils sont à 1 quart d'heure de votre hôtel et tous les jours, ils ont des familles qui ont des besoins en hébergement. Et on ne sait pas quoi faire. Et c'est le quotidien des équipes soignantes de trouver des solutions. Imaginez trouver une chambre d'hôtel dans Paris quand tout est plein. Et donc, on a fait un partenariat. On a dit, OK, bah, nous, toutes les chambres qu'on ne vend pas déjà, on les met à disposition de ces familles-là. Et après, on garantit aussi des tarifs particuliers. Et là, on est vraiment dans une logique de territoire. Et je parle de ce projet pour retomber sur la partie collaborative. Quand on a dit à la directrice, est-ce que ça te tente de lancer ça? Elle m'a dit, ah bah carrément. Carrément, j'ai envie d'essayer. Et aujourd'hui, c'est une super fierté pour les équipes de son hôtel de faire ça. Donc voilà, la logique de territoire, qu'on soit dans un territoire parisien ou dans un territoire avec un intérêt touristique, c'est évidemment des choses qui nous animent et qui sont vraiment pas très complexes à organiser. Merci, je vois que ça applaudit de l'autre côté, c'est un signe. On va très rapidement conclure quand même, même si on est tous très frustrés de ne pas avoir plus le temps de plus. Un mot de Perrine, un point important, ce schéma qu'on a passé rapidement, il avait sa petite symbolique, un territoire, il se superpose à des limites administratives et donc à des compétences partagées, qui est un mot... Oui, tout à fait. C'est vrai que le territoire, pour nous, en tant qu'OGD, il est fondamental, il est au cœur de nos institutions. C'est un capital à préserver, quel que soit notre échelon. Office de tourisme, département, région, contrat de destination, collectif, bref. Et en fait, les échanges, en préparant cette rencontre et les échanges d'hier, ils m'ont amené à m'interroger sur cette notion, cette compétence partagée des organisations du tourisme. Et je me suis appuyée sur je suis allée voir les définitions des mots partagés et communs. Partager, je vous le partage, c'est le cas de le dire, c'est la définition du Larousse. C'est diviser quelque chose en plusieurs éléments distincts. Personnellement, j'ai été frappée par le fait que le premier mot se soit divisé et le dernier se soit distinct. Je vous lis celle de commun, enfin la première en tout cas, c'est qui appartient à tous, qui concerne tout le monde, à qui tous ont droit. Du coup, ces définitions, personnellement, alors là, c'est à titre personnel, mais je trouve qu'elles interrogent sur le tourisme. Est-ce que c'est une compétence partagée ou est-ce que c'est une compétence commune ? Je crois que c'est un bon mot presque de la fin, parce qu'effectivement, ça questionne ça. Ça questionne comment est-ce qu'on arrive à faire un territoire à mission. Ça veut dire évidemment mettre toutes les forces dans le même barque et d'imaginer la gouvernance qui va permettre de partager et de faire vivre ces communs. Ça fait vraiment lien avec le mot-clé, un des mots-clés de ces éditions communs que vous avez probablement, et j'espère, pris avec vous pour y réfléchir dans les 10 minutes. 10 mois et puis
Qui sait, on se revoit peut-être dans 10 ans pour en reparler. Coucou JB. Et je voudrais juste terminer sur un point. Si vous voulez continuer d'explorer ce que l'on a partagé aujourd'hui, où on voulait vous emmener, en partant de la société structure à mission, vous emmener jusqu'au territoire, pourquoi pas à mission, vous allez faire quelques recherches sur Google et vous risquez de tomber sur quelque chose qui va vous hérisser un petit peu le poil. Moi, ça m'a fait faire 3 saltos arrière. C'est que c'est une marque déposée. Voilà. La notion de commun n'est pas tout à fait partagée encore par tout le monde. Donc, vous pouvez faire un territoire à mission sans problème. Et puis, on a envie de leur dire quelque chose que je ne vous dirai pas, parce que je vais rester poli. Mais voilà, ça ne nous empêche pas de réfléchir au sujet. Sachez juste que le terme, vous allez tomber sur des choses qui ne sont pas objectives, qui sont très bien peut-être, par ailleurs, je ne veux pas juger ce qui a été fait, c'est pas dans le domaine touristique, c'est peut-être très bien, simplement ça serait bien que ce soit réplicable indépendamment d'un cabinet de consulting. Petit clin d'œil. Je terminerai là-dessus, merci, désolé de vous avoir coupé la chic beaucoup, parce qu'on n'avait qu'1 heure, merci pour vos questions et de participation, et puis j'espère que ça vous permettra de vous projeter peut-être et qu'on en reparlera à l'avenir. Merci beaucoup.